Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Alain Finkielkraut. Bonjour. Le livre s'appelle La seule exactitude, publié aux éditions Stock. Les livres que vous avez écrits ces dernières années ont souvent marqué l'espace public, et ceux qui aiment la littérature, La défaite de la pensée, Le cœur intelligent, il était question de littérature, L'identité malheureuse ou L'imparfait du présent. Là, il s'agit d'un livre où vous répondez finalement à des interrogations qu'on pourrait qualifier de journalistiques qui sont liées à l'actualité. Un mot sur le titre, il est important, et nous allons reprendre justement le fil de votre livre pour réfléchir ensemble ce matin. Pourquoi la seule exactitude ? Parce que notre époque a une curieuse tendance à se prendre pour une autre. Nous vivons dans un quiproquo permanent. Bergson disait: sur 10 erreurs politiques, il y en a 9 qui consistent à croire encore vrai ce qui a cessé de l'être. Et Valéry, dans le même sens, écrivait que lorsque un individu ou une communauté doit affronter l'état des choses en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque-là, cet individu ou cette communauté ont tendance à solliciter des précédents, à se souvenir d'abord. Nous sommes obsédés par Hitler, nous rabattons tout sur la situation, sur les années noires. Nous parlons d'un retour des années 30. Je plaide pour l'exactitude, c'est-à-dire pour un présent à lui-même. Alors justement, Alain Finkielkraut, ça tombe bien, ça tombe pas bien, mais il y a une circonstance d'actualité. Les éditions Fayard en France sont en train de prévoir la ressortie de Mein Kampf en France, qui se vend sur Internet, qui est une de vos détestations. On sait qu'il y a un glissement à droite de la société française. Est-ce que vous trouvez que cette publication est judicieuse à partir du moment où elle s'accompagne d'un appareil critique, ou est-ce qu'on en est dans le délire complet ? Je ne parlerai pas de glissement à droite de la société française, d'abord. Je crois que justement, nous sommes obsédés par les années 30, mais en même temps, sous couleur d'antifascisme, notre époque est frénétiquement anti-gaulliste. On l'a vu encore avec l'affaire Morano, puisque pour avoir parlé de la France comme d'un pays de race blanche, elle a été immédiatement frappée d'opprobre, d'anathème, alors même qu'elle citait le général de Gaulle. Elle le citait, on lui a soufflé. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette affaire, parce que vous n'avez toujours pas répondu sur Mein Kampf. Oui, je vais vous répondre ensuite. Non, mais mettons un tout petit peu d'ordre, parce qu'autrement... Répondez-moi d'abord, est-ce que vous considérez, puisque vous avez plein de livres devant vous, et c'est important, c'est la passion de votre vie, qu'il est opportun qu'aujourd'hui en France, on republie Mein Kampf ? Je pense que la republication de Mein Kampf n'aura pas les effets dévastateurs que certains peuvent craindre. Je ne crois pas que Mein Kampf puisse devenir en France le livre de chevet d'une partie importante de la population. Nous n'en sommes pas là. Donc, il est bon de le ressortir avec un appareil critique, bien évidemment, d'autant plus comme vous l'avez dit, qu'il circule sur Internet. Alors peut-être que la mouvance dieudono-soralienne en fera usage, mais je ne vois pas en France, si vous voulez, on nous parle de l'eupénisation des esprits tout le temps. D'ailleurs, je suis moi-même l'objet de cette accusation. Je suis un agent, je suis un allié objectif du Front National. Donc, mais tout cela, si vous voulez, est absurde. Donc, je ne sais pas si cette publication est opportune, mais elle ne me semble pas aussi dangereuse que vous avez l'air de le croire. Non, je vous posais simplement la question. Deuxième sujet, puisque vous l'avez abordé vous-même, l'affaire Morano. Tout le monde, puisqu'il y a un grand entretien du pape ce matin dans Paris Match, tout le monde reconnaît
les gens rationnels que l'Europe, en tout cas la France, est un pays essentiellement judéo-chrétien. La question de Morano, c'est l'ajout, race blanche. Et l'autre question, c'est, puisque ça a été dit par le général de Gaulle, rapporté par Alain Peyrefitte, c'est qui a donné à Morano le livre de Peyrefitte pour qu'elle trouve... Est-ce qu'elle est manipulée par une sorte de buisson? Alors, écoutez, plusieurs choses. Nadine Morano, pour laquelle je n'éprouve pas d'admiration particulière, si vous voulez. J'ai une certaine idée de la politique, et ce n'est pas elle qui l'incarne à mes yeux. Mais ce qu'elle essayait de dire, c'est que pour assurer la cohésion et la continuité nationale, il fallait que le peuple français, au sens traditionnel du terme, reste majoritaire en France. C'est exactement ce qu'avait dit de Gaulle. Et d'ailleurs, je précise que maintenant on nous dit que Peyrefitte a inventé cette phrase. Or, de Gaulle, dans ses mémoires d'espoir, dit, en parlant de l'Europe, « J'ai de tout temps, mais aujourd'hui plus que jamais, ressenti ce qu'ont en commun les nations qui la peuplent, toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout. » Donc de Gaulle pensait cela. Or, moi, je veux bien qu'on dise que de Gaulle et Nadine Morano ont tort, ou bien qu'on dise la France a changé. Cette phrase n'est plus valable. Mais c'est la criminalisation qui m'inquiète, parce que beaucoup de gens en France ressentent cette nécessité que le peuple français, au sens traditionnel, reste majoritaire, et les voici, si vous voulez, rejetés dans l'enfer du racisme. Mais qui est contre C'est ça? absurde. Mais qui est contre ça? Tout le monde, la preuve. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que sont contre ça les apôtres de la diversité, qui sont en réalité des obsédés de la race. Vous avez peut-être lu Le Monde daté d'aujourd'hui. Pourquoi les théâtres français sont-ils si blancs? Voilà le titre d'une analyse, d'un article de Fabienne Darche du service culture. Les théâtres français sont trop blancs. Donc, si vous voulez, les mêmes qui accusent de racisme ceux qui disent que la France était traditionnellement un pays de race blanche sont des véritables obsédés de la race. Quand je parlais d'accord, c'est sur le côté judéo-chrétien, race, il y a évidemment des différences, mais je voudrais simplement, pour avoir lu attentivement votre livre, vous soumettre, enfin non pas une idée, mais un chiffre. Car peut-être ce qu'on peut reprocher à votre analyse, c'est un chiffre basique. De Gaulle, 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, le service culture, 7 milliards. Est-ce que c'est pas tout simplement un problème démographique qui est posé à la pensée aujourd'hui? Il y a un énorme problème démographique, si vous voulez. On n'est pas dans le même monde. Mais on n'est pas. Alors, mais c'est très intéressant, parce que d'un côté, on vous dit que, évidemment, il n'y a pas plus d'immigrés en France qu'il n'y en a eu, tout ça relève du fantasme. Donc on vous dit d'un côté, pardonnez-moi, je vais être précis, après vous allez continuer. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a 2 jours. Voilà. 5 800 000 sur le territoire français, 8,8, c'est un chiffre qui est comparable en progression avec tous les pays de l'OCDE. Et la moitié, je termine parce que j'aime bien être précis, la moitié de ces immigrés sont nés sur le territoire européen. Voilà, peut-être. Donc, on vous dit... Est-ce qu'on n'est pas dans le fantasme, en fait, total. Voilà, donc, on vous dit, la France et l'Europe n'ont pas changé, c'est du fantasme, et de l'autre, et deux, on vous dit, la France a tellement changé que la phrase du général de Gaulle n'a aucune valeur. Alors moi, je dis simplement, il faudrait savoir, oui, nous vivons en Europe et en France une mutation démographique très importante. Est-ce que l'Europe restera la même avec ce changement de population? Première question. Deuxième question, est-il souhaitable qu'elle reste la même? Interrogeons-nous, mais sans procéder à cette incessante chasse aux sorcières qui conduit, encore une fois, à faire de Gaulle, si vous voulez, lui-même, le parangon, le modèle du racisme et du fascisme. Alors ça, on nage en pleine absurdité. Mais alors, si ces gens vous posent ces questions-là aussi à vous, comme à Onfray, comme à Régis Debray, c'est à cause aussi d'un itinéraire. Vous avez été à gauche, vous êtes gaulliste. Régis Debray a été
proche de la révolution en Amérique latine. Il est gaulliste. Onfray était à gauche. Il parle du peuple old school actuellement. Et je me souviens, il y a 30 ans, parce que vous l'avez connu, d'Alain de Benoît, qui il y a 30 ans avec la Nouvelle Droite disait on aura gagné la bataille alors qu'il était ultra minoritaire quand on aura gagné sur 3 points, l'immigration, l'identité et l'insécurité. Oui, enfin... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes revenu aux thèses d'Alain de Benoît non, absolument pas. Vous combattiez férocement il y a 30 ans. Je ne suis absolument pas venu aux thèses d'Alain de Benoît. Il ne s'agit pas de cela. Je ne dirais pas non plus que je suis gaulliste. J'essaye simplement de regarder la réalité en face. Et quand Michel Onfray parle du peuple old school, c'est précisément pour manifester son attachement au peuple. Donc c'est un discours de gauche, Je m'interroge simplement sur cette espèce de violence qu'il y a aujourd'hui d'un certain nombre de gens qui se disent de gauche. Mais Alain Finkielkraut, pour Le Monde, pour Libération, vous êtes des prises de guerre. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vous avez été les intellectuels de gauche brillants et tout d'un coup, ils voient que vous doutez, voire que vous les combattez, donc ils sont en colère, c'est tout. D'ailleurs, je ne les combats pas, c'est eux qui me combattent et qui, depuis un certain nombre d'années, dressent des listes de noirs. Et moi, je vous donne rendez-vous pour après les régionales. Si le Front National, comme c'est possible et même probable, l'emporte, les éditorialistes sont dans les starting blocks et ils vont ressortir les 3 mêmes noms, Houellebecq, Onfray, ou 4, Houellebecq, Onfray, Zemmour et moi, pour dire, dans le livre, vous combattez. Pour dire que, justement, nous avons brisé les tabous, fait sauter les verrous, et que tout ça, c'est notre faute. Simplement, De Gaulle disait, puisque vous le citez, c'est la première ligne des Mémoires d'espoir, la France vient du fond des âges, elle revêt un caractère constant que disent aujourd'hui les nouveaux historiens, c'est que la recherche de l'identité est contraire à l'idée même d'histoire. Michelet est contraire, c'est Patrick Boucheron qui parle ainsi, Michelet est contraire à l'idée d'histoire, Braudel est contraire à l'idée d'histoire, Lavis est contraire à l'idée d'histoire. Il faut diluer l'histoire de France dans l'histoire du monde pour faire droit à la diversité. Moi, je pense que la France a une civilisation, a une culture, qu'elle est un héritage, que cet héritage doit être offert à égalité aux Français de souche et aux Français de fraîche date. Cela ne fait pas de moi un homme de droite, c'est simplement que une partie de la gauche est devenue complètement folle. Je vais terminer sur un point, parce que évidemment, c'est pas la politique politicienne qui vous intéresse, mais on se souvient que quelque part, quand Nicolas Sarkozy a été élu, il vous intéressait, et puis 3 minutes après son passage par le Fouquet, vous l'avez flingué dans Le Monde. Donc on se dit à la fois, c'est un grincheux, c'est un atrabilaire, il est sympathique, il écrit très bien, il a vu des choses sur le remplacement de la culture par le divertissement qui sont irremplaçables, mais en même temps, la satisfaction n'est pas ou n'appartient pas à votre monde. Je ne dis pas que la satisfaction... J'ai un certain nombre d'exigences. Je ne suis pas particulièrement grincheux. Je suis inquiet. Je pense, par exemple... Et pourquoi avoir, par exemple, flingué Sarkozy d'entrée? Je n'ai pas si, flingué. Vous l'avez plus ou moins soutenu. À peine il était rentré au Fouquet. C'était pas le Fouquet, c'était le yacht. Oui, j'étais déçu. Et il a malheureusement, dans les années qui ont suivi, confirmé ma déception. Mais voilà, par exemple, je suis moi-même reconnaissant à l'école républicaine de ce qu'elle a fait pour moi. Je vois depuis 40 ans des réformes démolir ce qui restait d'école républicaine. Je suis donc dans une optique de reconstruction. Mais malheureusement, je ne me sens, si vous voulez, je n'ai pas l'impression que ni à droite ni à gauche, cette inquiétude soit partagée. Donc je ne suis pas grincheux, je dirais plutôt que je suis désespéré. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'entrer dans un parti pour exister. Vous écrivez des livres, c'est une autre forme d'engagement et c'est beaucoup plus intéressant. Ça s'appelle La seule exactitude. C'est publié aux éditions Stock et vous trouverez justement des distances prises avec Éric Zemmour et des textes intéressants du domaine de la culture, car nous sommes évidemment dans un pays littéraire où il est question par exemple de la vision que Tarantino a du cinéma, mais c'est une autre histoire. Voilà, Alain Finkielkraut, merci d'avoir été donc avec nous. Je sais que vous ne prendrez pas position pour 2017, mais on en parlera en temps voulu. En temps voulu.